J'ai fait un cours à mes étudiants concernant les arrêts donc, du 13 septembre 2023 sur les congés payés. Vous retrouverez donc toutes les diapositives de ce cours dans un lien qui sera sous cette vidéo. Vous pouvez la télécharger, les réutiliser pour vous. Et je vais profiter de cette vidéo pour faire un résumé justement de ce que j'ai exposé à mes étudiants dans un cours magistral qui durait 2 heures. Et je trouve que cette jurisprudence donc, de la congrégation, elle est très intéressante parce qu'elle nous permet de vraiment bien comprendre l'influence du droit européen, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur le droit français. Et vous allez comprendre à travers donc ce résumé de cours ce qu'est l'effet direct d'une directive, ce qu'est l'effet direct de la charte des droits fondamentaux. Donc voilà, ça a un intérêt pédagogique qui est absolument évident. Et surtout, en fait, vous allez comprendre que même si la Cour de cassation n'a statué pour l'instant, et elle ne statuera d'ailleurs toujours que pour les salariés, eh bien, le Conseil d'État devrait lui aussi à terme être amené à retenir une solution qui est absolument identique pour les fonctionnaires et il aurait déjà pu le faire d'ailleurs au regard de la jurisprudence de la CJUE que je vais analyser juste après. Dans mes cours, j'utilise en fait une application qui est interactive qui permet aux étudiants de participer en fait au cours. Donc vous verrez qu'il y a parfois des questions dans certaines de mes diapositives comme celle-ci où je demande à mes étudiants donc combien il y a de jours de congés payés par mois et la réponse que on sait à peu près tous c'est qu'on acquiert 2 jours et demi de congés payés dans la limite de 30 jours par an. Et la question qu'on peut se poser après, c'est, eh bien, est-ce qu'on acquiert, alors, déjà, avant de se poser cette question, vous voyez que le droit français, le code du travail, il est formulé d'une manière très particulière. Il vous dit, on acquiert 2 jours et demi de congés payés par mois de travail effectif. Entre guillemets, en droit français, la formulation, c'est que parce qu'on a bien travaillé, on a le droit comme récompense à des congés payés. Et vous allez voir que ce raisonnement-là, eh bien, en fait, il tient pas la route, entre guillemets. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on acquiert des congés payés, par exemple, à la suite d'un accident du travail, d'un arrêt maladie pour accident du travail? On peut se poser la même question à propos des maladies professionnelles. Et on peut même se poser la question tout court, est-ce qu'on acquiert des congés payés pendant un arrêt maladie simple? Et le Code du travail, après nous avoir énoncé donc le principe des congés payés dans cet article-ci, va nous compléter ça dans un autre article, 2 articles plus loin, le article 31-41-5, en nous disant que, eh bien, en fait, il y a des périodes qui ne sont pas travaillées, mais qui sont assimilées à du travail effectif, et qui donc permettent d'acquérir des congés payés. Et d'ailleurs, une de ces périodes-là, c'est celle-ci, là, d'accord? Quand on est en congé payé, on continue à acquérir des congés payés. Vous voyez bien que voilà, on vous pose le principe qu'on acquiert des congés payés en raison d'un travail effectif, et là, juste après, on vous dit, finalement, on acquiert quand même des congés payés quand on ne travaille pas. Et il y a d'autres congés durant lesquels on continue à acquérir des congés payés, c'est le congé maternité, le congé paternité et le congé d'adoption. Et là, on se dit, c'est logique. Hein. Une jeune mère qui est obligée de s'arrêter pour s'occuper de son enfant, ça serait profondément injuste de lui sucrer, entre guillemets, ses congés payés. Vous avez d'autres cas de figure que je mets en plus petit. Et pour les accidents du travail, on vous dit, bah, la victime d'un accident du travail, pendant 1 an, elle continue d'acquérir des congés payés, et au-delà, elle n'en acquiert plus. Pareil pour une maladie professionnelle, pendant 1 an, on acquiert les congés payés, et pas au-delà. Et là, on se dit, quand on réfléchit un peu, on se dit, mais c'est profondément dégueulasse, cette règle-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui sont victimes d'un petit accident du travail, d'une petite maladie professionnelle, ils vont continuer à acquérir leur congé payé pendant 1 an, pas de problème. Mais ceux qui ont des accidents du travail lourds, voilà, ceux qui ont les conséquences les plus graves pour un salarié, ceux qui sont atteints de maladies professionnelles les plus graves, qui vont être arrêtés pendant très longtemps, et bien au-delà d'1 an, on leur dit non, vous, les congés payés, c'est du luxe. Vous voyez, dans cette énumération un peu à la Prévert, il y a des choses qui commencent on se dit, c'est la boîte de Pandore qui est ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? Soit on dit, on pose le principe qui est intangible, on acquiert des congés payés parce qu'on a travaillé, mais à partir du moment où on dit, ouais, il y a des congés, c'est comme si c'était du travail effectif,
on a envie de dire, dans ces cas-là, cette énumération, en fait, elle pourrait tout simplement dire, on acquiert des congés payés quoi qu'il arrive, parce que c'est toujours discutable, il y a certaines choses qui sont discutables dans cette liste, et on va revenir dessus après, parce que justement, la Cour de cassation, dans ses arrêts, donc du 13 septembre, elle nous dit, je vais supprimer certaines phrases, certains bouts de phrases de ces deux articles du Code du travail. Mais comment est-ce qu'on en arrive là? Donc, pour résumer, d'abord, on acquiert des congés payés lorsqu'on fait un travail effectif. Certains congés sont assimilés à du temps de travail effectif, et pour les accidents du travail et pour les maladies professionnelles, pendant un an, mais pas au-delà. Et quand on est en présence donc d'une loi française comme ça, pour essayer de la paralyser, pour essayer de, littéralement de la priver des faits, eh bien en fait la seule solution c'est de passer à l'écran du dessus, c'est-à-dire passer sur le droit européen. Et dans le droit européen, vous avez plusieurs choses. Vous avez le traité de fonctionnement de l'Union européenne, vous avez la charte des droits fondamentaux, vous avez les directives, et vous avez aussi la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. A priori, le traité, le TFUE, c'est pas quelque chose qui va nous servir beaucoup. Pourquoi? Parce que dans son article 4, il nous dit que tout ce qui a trait à la politique sociale, d'accord, tout ce qui a trait au droit du travail, c'est un domaine dans lequel l'Union européenne n'a pas une compétence exclusive. Il y a certains domaines dans lesquels elle a une compétence exclusive, dans laquelle elle fait des règlements, et ces règlements, ils s'imposent dans toute l'Europe immédiatement. Mais il y a des domaines dans lesquels les États sont très soucieux de pouvoir préserver un peu leur souveraineté, et notamment le droit du travail, ça en fait partie, le droit fiscal, ça en fait partie. L'État français, il a envie de mettre ses règles de droit fiscal, et il n'a pas envie que l'Europe les lui impose, ou de se voir appliquer le même régime fiscal que, je sais pas, la Pologne, l'Allemagne, etc. Pareil en droit du travail, d'accord, la France, elle est soucieuse de son droit du travail, elle veut avoir son propre droit du travail, et elle veut pas avoir des règles qui sont empruntées de l'Allemagne, de l'Espagne, etc. C'est notre spécificité, ça fait partie de notre souveraineté de définir en fait de quelle manière les gens vont travailler en France. Donc, au regard de cette idée-là, dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, on dit bien que l'Europe, en fait, elle a une compétence partagée avec les États membres sur ces problématiques de la politique sociale, ce qui veut dire qu'en fait, tout ce qui a trait au droit du travail, c'est le domaine de la directive. C'est pas le domaine du règlement, c'est surtout le domaine de la directive. La directive, c'est ce que l'Union européenne dit aux États membres en disant vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela, et on va voir comment justement les États sont censés le faire. Donc vous voyez qu'a priori, c'est pas dans le traité de fonctionnement sur l'Union européenne qu'on va trouver une solution à notre problématique des congés payés. Vous avez aussi, dans cet arsenal de dispositifs européens, vous avez en fait la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors qu'est-ce que c'est que cette charte? Eh bien cette charte, en fait, elle a été proclamée à Nice en décembre 2000. C'est un texte assez court d'ailleurs, qui comporte que 54 articles, et qui rassemble en fait de manière assez thématique, en fonction de 6 grandes valeurs universelles, qui énonce, qui énumère un certain nombre de droits fondamentaux. Et l'objectif de cette charte, il était double. Le premier objectif, c'était de faire d'ailleurs un texte de référence qui était clair, compréhensible pour tous les citoyens donc européens. Et ce texte, il a vraiment vocation à rassembler tout ce qui auparavant était disséminé à droite à gauche dans la CEDH, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, dans la Charte sociale européenne de 62, etc. Donc il y avait plein de textes différents qui évoquaient les droits fondamentaux. Et l'idée de cette charte, c'est de rassembler et d'énumérer tous ces droits fondamentaux dans un seul texte. Et aussi, avant la charte, il faut comprendre que, en fait, il n'y avait rien dans les traités de l'Union européenne, dans le traité sur l'Union européenne, il y avait juste un article 6 qui disait « L'Union respecte les droits fondamentaux », et en fait, à partir de cet article 6, la CJUE donc la Cour de justice de l'Union européenne avait fait toute une jurisprudence, et cette jurisprudence, vous voyez, elle était éparse, elle était touffue, etc. Donc l'idée de la charte, c'était justement de synthétiser toutes ces différentes sources, que ce soit d'autres conventions ou la jurisprudence de la CJUE, de tout synthétiser dans un seul texte. Alors,
Cette charte, où est-ce qu'elle se situe en fait dans la pyramide des normes? C'est ce que je vois avec mes étudiants après. Si vous voulez le comprendre, je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai faite qui s'appelle la pyramide des normes en droit du travail, où j'explique bien en fait que vous avez tout en haut la Constitution, ensuite vous avez les traités européens avec justement la charte des droits fondamentaux, vous avez ensuite les règlements, les directives, et ensuite vous avez grosso modo le socle national avec le code du travail, sa partie législative, sa partie réglementaire, et en dessous les conventions collectives. Donc vous voyez que la charte, elle se situe au-dessus des directives d'une certaine manière, puisque c'est un véritable traité, mais c'est un instrument qui se situe au-dessus du droit national. Et cette charte, certes, c'est un traité, mais, dans son préambule, d'accord, la charte vous dit qu'elle réaffirme donc un certain nombre de droits qui étaient énoncés déjà dans la Convention européenne des droits de l'homme, dans les chartes sociales, dans la jurisprudence de la CJE, mais cette charte, elle énonce des droits fondamentaux dans le respect du principe de subsidiarité. Et vous voyez que les directives, vous voyez, elles s'adressent aux États membres parce que justement, la compétence en matière de politique sociale, c'est la compétence des États qui doivent incarner l'impulsion qui est donnée par l'Europe, mais c'est à eux de le faire par eux-mêmes. Et la charte sociale, la charte des droits fondamentaux, elle nous rappelle elle aussi ce principe de subsidiarité. Donc à première vue, on se dit aïe, ce principe de subsidiarité peut-être qu'il peut être tenu en échec par le droit national et par les juges qui interprètent ce droit national, comme par exemple la Cour de cassation. Cela étant, si on fait abstraction de ce préambule, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'article 31, parce que c'est cet article-là qui va nous intéresser jusqu'à la fin de la vidéo, qu'est-ce qu'on a à propos des congés payés? Eh bien en fait, l'article 31, il a 2 alinéas. Il nous dit dans le premier alinéa, tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. Et le deuxième alinéa nous dit, tout travailleur a droit à pouvoir se reposer tous les jours, donc il a le droit à une limitation de la durée maximale de travail, il a le droit à des périodes de repos donc journaliers, il a le droit chaque semaine à avoir une période de repos hebdomadaire, et il a le droit enfin à avoir une période annuelle de congés payés. Et ces périodes de repos journalières, hebdomadaires et annuelles, ça participe en fait du respect de sa santé. Pour être en bonne santé, il faut pouvoir ne pas être exsangue, épuisé, il faut pouvoir se reposer. Donc le droit au repos, il se raccroche au droit à la santé du travailleur. Alors une fois qu'on a dit tout ça, vous vous rendez compte que, a priori, en première lecture, vous voyez, le traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est pas un outil qui va être fracassant pour briser, entre guillemets, le code du travail français. Et la charte des droits fondamentaux, dans la formulation de son article 31, elle est très claire, très épurée, mais dans le préambule, on nous rappelle ce principe de subsidiarité, donc a priori, ça va pas nous aider beaucoup. Qu'est-ce qui nous reste, par élimination de tout ce que je vous avais dit avant? Il nous reste les directives, il nous reste la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Les directives, c'est avant tout celle-ci, c'est d'ailleurs celle-ci, uniquement celle-ci, une directive de 2003, qui nous parle effectivement dans son article 7, qu'on va retrouver d'ailleurs dans les arrêts de la Cour de cassation, qui nous parle des congés annuels. Et alors ça c'est important de comprendre, c'est qu'une directive, vous voyez, elle s'adresse aux États membres. D'accord? Elle ne s'adresse pas aux particuliers, aux citoyens européens, elle s'adresse aux États membres et elle dit les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins 4 semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations ou les politiques nationales. Vous voyez qu'à travers cette formulation du premièrement, on a ce principe de subsidiarité, d'accord? La directive, elle dit aux États membres, vous devez faire cela en fonction de ce que vous avez déjà dans votre droit. Et deuxième chose que nous dit la directive, c'est que en fait, si le salarié ne peut pas prendre des congés payés, eh bien à ce moment-là, on peut lui donner une indemnité de congés payés, mais cette indemnité, c'est uniquement en fin de la relation de travail, pas durant la relation de travail, parce qu'on ne veut pas justement que un salarié renonce à ses congés payés juste pour pouvoir toucher cette indemnité, on veut qu'il se repose réellement. Alors maintenant, si on prend un temps de pause, et je vous invite à le faire, vous mettez la vidéo sur pause, et vous allez essayer de comparer en fait la directive, la charte
des droits fondamentaux avec le Code du travail. Et il faut essayer de se demander qu'est-ce qui différencie les deux, c'est quoi la différence fondamentale entre ces deux textes, les textes européens d'un côté, le Code du travail de l'autre. Et la différence fondamentale, je vous laisse mettre sur pause peut-être, cette différence fondamentale, elle est là. Elle est là dans cette phrase finalement toute simple, c'est que la directive, elle n'opère aucune distinction entre le travailleur qui est absent de son travail en vertu d'un congé maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé pendant cette période. Autrement dit, vous relisez la directive, elle vous dit tout travailleur a droit à des congés payés. On ne vous dit pas tout travailleur a droit à des congés payés parce qu'il a travaillé, parce qu'il a effectué un travail effectif. Non, la directive, elle vous dit tout travailleur a droit sans aucune autre condition. D'accord ? Donc, même s'il est absent, je veux dire, son absence, c'est pas un motif au sens du droit européen qui justifierait qu'on ne lui attribue pas des congés payés. Et quand vous lisez la charte des droits fondamentaux, elle est encore plus claire, d'accord ? Tout travailleur a droit à une limitation, à des congés payés, etc. Tout travailleur, sans aucune autre condition que sa condition de travailleur. Vous êtes salarié, vous avez droit à la santé et donc à vous reposer et donc à avoir des congés payés. C'est ce raisonnement logique, simple et transitif qui est affirmé à travers cette charte. Et vous voyez que c'est ça la grande différence, c'est qu'en droit français, on vous dit, vous n'avez droit à des congés payés que si vous avez été un bon petit soldat qui avait travaillé auparavant. Alors, comment cette directive que je vous ai exposée, elle a été interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne. Et vous avez deux arrêts auxquels la Cour de cassation d'ailleurs se réfère dans ses arrêts du 13 septembre 2023 qui sont très intéressants. Un arrêt de 2009, un arrêt de 2012, l'arrêt Schultz et l'arrêt Dominguez. Dans l'arrêt Schultz, qui est un arrêt de grande chambre donc, qui est un arrêt qui ne fait d'ailleurs que reprendre une solution qui avait déjà été dégagée en 2001. Mais vous voyez qu'en 2009, on voit, il y a c'est deux petits extraits de cette motivation. On vous dit, un travailleur qui est en congé maladie durant toute la période de référence pendant laquelle on acquiert les congés payés, vous savez, du 1er juin jusqu'au 31 mai, eh bien, un travailleur qui est en congé maladie pendant toute cette période de référence et au-delà, eh bien, en fait, se voit donc privé de toute possibilité de bénéficier d'un congé annuel, de congé annuel payé. Et pareil, un salarié donc, qui serait sur une maladie de longue durée se retrouverait lui aussi privé de ses congés payés, alors que, nous dit la CJUE, alors que eh bien, la maladie, c'est bien quelque chose qui est imprévisible. D'accord ? On ne choisit pas d'être malade. C'est cette évidence qui est tellement énorme que personne ne la voit et que le droit français ne considère pas, ne prend pas en considération. D'accord ? En droit français, la maladie, ça vous empêche de travailler effectivement, et donc ça vous empêche d'acquérir des congés payés. Et vous voyez que la CJUE, dans cet arrêt Schultz, vous dit cette impossibilité d'acquérir des congés payés pour une raison qui est totalement indépendante de votre volonté, qui est totalement imprévisible, c'est pas une raison valable pour s'opposer à l'acquisition des congés payés. Et dans l'arrêt Dominguez, la CJUE dit en plus la maladie, c'est pas quelque chose, c'est pas le salarié qui un beau matin dit ah non j'ai pas envie de travailler parce que je suis malade. La maladie qui justifie la suspension du contrat de travail, elle est dûment justifiée. Il y a un certificat médical que l'employeur peut contester, que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance peut vérifier. Donc la maladie, vous voyez, c'est une raison objective de l'absence de travail. Et donc, si vous essayez de synthétiser, en fait, ces deux arrêts Schultz et Dominguez de 2009, qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort que on ne décide pas de tomber malade, on décide encore moins d'être victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Et l'arrêt de travail qui est consécutif à cette maladie, cet accident du travail, cette maladie professionnelle, ça repose sur une justification qui est objective, qui est vérifiable, et qui est tout simplement l'état de santé du salarié. Donc, une législation qui s'oppose à ce qu'on acquiert des congés payés
en raison d'une maladie, d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, c'est contraire au droit à la santé, c'est contraire à la directive, et ça apparaissait déjà, comme je vous l'avais dit, dans un arrêt de 2001. Donc vous voyez que le problème, entre guillemets, c'est que le Code du travail français, il est en contradiction totale avec la jurisprudence de la CJUE depuis 2001, alors qu'on est en 2023. Donc vous voyez qu'à un moment donné, la carence du législateur à ne pas tenir compte de ces arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne devient problématique. Alors, cela étant, il faut faire un peu de droit européen et il faut essayer de comprendre en fait ce qu'on appelle la subsidiarité et l'effet utile des directives. Qu'est-ce qui se passe? Comment on résout cette contradiction entre un droit national, le Code du travail français, et une directive qui disent deux choses qui n'ont strictement rien à voir entre elles? Et la Cour de cassation, elle s'était déjà penchée sur cette question en 2013. Et en 2013, elle avait retenu une solution qui était très classique, entre guillemets, c'est que vous aviez, je reprends vite fait l'arrêt, vous avez un salarié qui était arrêté pour un accident du travail du 30 mars 2006 au 12 juillet 2006. Donc, il est arrêté pour un accident du travail. Au 12 juillet 2006, la caisse considère qu'il est consolidé, mais il ne continue pas à travailler, il reste en arrêt maladie, donc ensuite il est suspendu, son contrat de travail est encore suspendu pour une maladie simple, une maladie non professionnelle, et en décembre 2006, il est licencié. Si on applique le Code du travail comme l'ont fait le tribunal et la Cour d'appel dit, du 30 mars au 12 juillet, on est bien sur un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, donc le Code du travail nous dit, pendant la première année, il acquiert ses congés payés, et après, il est en arrêt maladie simple, du 12 juillet à décembre 2006, donc comme il est en arrêt maladie simple, il n'acquiert pas ses congés payés. C'est exactement ce que nous dit l'article 31-41-5 du Code du travail que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et la Cour de cassation nous dit, la directive européenne, que je vous ai citée tout à l'heure, l'article 7, ne peut pas permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire. Ça veut dire quoi en termes clairs? Le Code du travail, l'article 31-41-5, il est ouvertement contraire à la directive. Eh bien, entre un salarié et un employeur, le juge ne peut appliquer que le droit du travail. Il ne peut pas appliquer la directive en ne tenant pas compte du droit du travail. Pour lui, voilà, la directive, elle n'est pas directement invocable entre deux particuliers. Alors on va essayer de comprendre pourquoi une directive n'est pas invocable entre deux particuliers. Et pour ça, en fait, ça va nous faire une petite parenthèse sur le droit européen, et c'est ça qui est super important de comprendre, parce qu'une fois que vous aurez compris ça, une fois que vous aurez compris ce que c'est que l'effet direct d'une directive, tout va vous paraître transparent. Quand on reprend le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, on vous dit la directive, elle lie les États membres, d'accord, qui en sont les destinataires, et rappelez-vous la directive de 2003 sur les congés payés, elle dit bien les États membres doivent faire en sorte que, etc., selon leur droit national. Donc la directive, elle s'adresse aux États membres sur un résultat à atteindre, et elle laisse aux États membres le choix de choisir selon quelle forme et selon quels moyens on met en œuvre une directive. Et donc ça, en fait, ça peut donner lieu à trois situations différentes. La première situation, c'est quand il est nécessaire pour un État de transposer la directive. D'accord? Je prends un exemple très simple. On avait avant dans le Code civil l'article 1382, l'article 1240 qui dit que si on commet une faute, on doit réparer le préjudice. Et il y avait une directive sur les produits défectueux. Les produits défectueux, c'est un régime de responsabilité particulière. Et la France, en fait, elle a tardé à transposer cette directive, donc elle a laissé passer ce délai-là. Donc, en fait, voilà, parfois, en fait, notre droit français, il est incomplet. Et la directive, elle nécessite qu'on prenne une loi particulière pour transposer dans notre droit français un régime juridique qui apparaît dans une directive. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la transposition. On va créer du droit nouveau par des lois, par des décrets qui vont éventuellement s'insérer dans des codes existants. Pour les produits défectueux, c'est désormais dans le Code civil. Vous avez donc la transposition. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'effet direct, et ça je vais vous le reprendre après. Parfois, il n'y a même pas besoin de créer du droit nouveau, d'accord? On peut directement invoquer une directive, mais il faut que certaines conditions particulières soient réunies, que je vais vous expliquer après. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle, j'appelle ça l'effet utile. L'effet utile, en fait, il irrigue tout ce que je vous dis, mais l'effet utile, parfois, c'est simplement de dire, on va se fonder sur un texte un peu large, qui est dans le droit national,
Et ce texte, en fait, la Cour de cassation va l'interpréter pour lui faire dire, en fait, ce que la directive dit. Autrement dit, je reprends les produits défectueux, c'est pour ça que je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que on avait juste, avant cet article 1240 du Code civil, qui nous dit que toute personne qui a commis une faute doit la réparer. Et en fait, la Cour de cassation, voyant que l'État français n'avait pas transposé la directive sur les produits défectueux, elle a dit « Je me fonde sur ce texte super large du Code civil et je l'interprète pour lui faire dire exactement ce qu'il y a dans la directive européenne qui n'a pas été transposée sur les produits défectueux. » Mais vous voyez que cette interprétation un peu tirée par les cheveux, entre guillemets, d'un texte interne, elle n'est possible que si ce texte en droit français, il est large et il n'est pas ouvertement contraire à la directive. C'est un texte qui, vous voyez, énonce un principe très large, et dans ce principe très large, la Cour de cassation va venir découvrir en fait des règles très précises qui sont celles de la directive. Donc, vous voyez que ça, c'est pas possible dans la situation que je vous décris, parce que le Code du travail français, il est ouvertement contraire à la directive européenne de 2003. Maintenant, voyons l'effet direct, parce que c'est ça qui nous intéresse. Pour qu'il y ait un effet direct, il faut qu'il y ait 3 conditions qui soient remplies. D'abord, il faut que le texte, la directive, n'ait pas été transposée, ou qu'elle ait été incorrectement transposée, parce qu'il y a des États qui traînent un peu les pieds pour la transposition et qui la transposent vite fait, mal fait. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il faut que dans le texte de la directive, il y ait en fait une disposition, un article, qui soit inconditionnel, qui soit clair et qui soit précis. Parce que parfois, il y a des textes, vous voyez, qui nécessitent que soient remplis plein de conditions différentes, des textes qui sont parfois obscurs, les directives sont obscures, ou des textes qui sont imprécis, qui ne font pas naître véritablement un droit précis pour un particulier. Et enfin, dernière condition, il faut que, justement, ces dispositions inconditionnelles, claires et précises, elles confèrent un droit à un particulier. Et dans ce cas-là, si ces 3 conditions sont réunies, on est alors en présence d'une disposition qui a un effet direct. Et cet effet direct, il est à la fois, il peut être vertical et horizontal. Alors, vertical et horizontal, c'est très simple, d'accord ? L'État français, c'est l'employeur de plein de fonctionnaires. Donc vous voyez bien qu'entre l'État et les fonctionnaires, on est dans un rapport de verticalité. D'accord ? L'État, il a la souveraineté, les fonctionnaires, ce sont juste des particuliers qui travaillent pour lui. Donc ça, c'est la dimension verticale. Et la dimension horizontale, c'est un salarié vis-à-vis de son employeur. Vous voyez, ce sont 2 personnes, une personne physique, une personne morale, mais des personnes de droit privé, des personnes qui sont sur un rapport d'égalité, d'accord ? Donc entre eux, on est sur un rapport d'horizontalité, d'accord ? Et l'effet direct, il se produit bien verticalement, mais il se produit beaucoup plus difficilement de manière horizontale. Je reviens là-dessus. Pourquoi on admet un effet vertical dans un litige entre un particulier et l'État, entre un particulier et un hôpital, entre un particulier et une ville, une commune, etc. Eh bien parce que, et c'est ça l'idée qu'il y a derrière cet effet vertical, c'est que l'État, il avait la mission de transposer une directive, d'accord ? L'État français, il a adhéré à l'Union européenne. Dès lors qu'il adhère à l'Union européenne, eh bien, il doit jouer le jeu, entre guillemets. Et s'il y a des directives qu'il doit transposer, s'il ne les transpose pas, eh bien, ça se retourne contre lui. Donc, on admet l'effet vertical d'une directive pour protéger le citoyen contre un État qui est fautif de n'avoir pas transposé en son temps la directive qu'il devait transposer. En revanche, vous voyez bien que dans sa dimension horizontale, entre un salarié et un employeur, ça serait bizarre, en fait, d'admettre cet effet direct. Alors, il faut distinguer, et c'est pour ça que là on revient un peu sur la règle de droit, est-ce qu'elle est précise ou est-ce qu'elle n'est pas précise, si on peut faire produire un effet horizontal. Donc, l'effet horizontal, il se produit quand la règle de droit, elle est floue. D'accord ? C'est pour ça que je reprends l'exemple des produits défectueux. Dans l'article 1382, qui est devenu l'article 1240 du Code civil, vous disiez toute personne qui a commis une faute doit réparer cette faute. Et donc, sur un texte qui est très large comme ça, la Cour de cassation interprète ce texte
pour lui faire dire exactement l'équivalent de ce que dit la directive européenne qui n'avait pas été transposée en droit français, et elle dit, dans ces cas-là, je condamne le producteur d'un produit défectueux à indemniser le consommateur, la victime. Vous voyez que là, en fait, quand on fait ça, eh bien, en fait, la Cour de cassation, elle ne fait qu'interpréter son droit interne, et cette interprétation, elle est possible, elle ne fait qu'interpréter son droit interne à la lumière de la directive pour donner une efficacité à cette directive, malgré le fait que la directive n'a pas été transposée. Mais ça n'est possible que quand le droit est flou. Parce que quand on est, comme au cas que je vous décris, quand on est en présence d'un code du travail qui est ouvertement contraire à une directive, et la contradiction, vous voyez, elle est flagrante, elle est insoluble, eh bien à ce moment-là, on ne peut pas interpréter le code du travail pour lui faire dire l'inverse de ce qu'il dit réellement. C'est juste pas possible. Si un texte il est clair et qu'il dit quelque chose, on ne peut pas lui faire dire l'inverse. Donc dans ces cas-là, vous voyez que le droit national, le code du travail, il fait écran à la directive, et pour reprendre cette image qu'on retrouve dans plein d'arrêts, il ne laisse pas passer, entre guillemets, la lumière de la directive. D'accord ? Et donc, dans ces cas-là, le salarié, entre guillemets, il n'est pas démuni. Si la directive n'a pas été transposée, le salarié qui ne peut pas l'invoquer peut parfaitement essayer de faire reconnaître la responsabilité de l'État devant le Conseil d'État, sauf que ce recours-là, il est totalement illusoire. Les gens ne vont pas assigner l'État en responsabilité parce qu'il n'a pas transposé une directive. En tout cas, c'est des cas qui sont rarissimes. Donc, vous avez compris que quand il y a une contradiction flagrante entre le Code du travail français et une directive, eh bien en fait le juge ne peut invoquer que le Code du travail français. Donc voilà, l'effet vertical, il se produit entre un particulier et l'État, et il ne se produit pas, cet effet horizontal, il ne se produit pas entre deux particuliers. Et c'est pour ça, si on en revient à cet arrêt donc, de 2013 que je vous explique depuis tout à l'heure, c'est pour ça que la Cour de cassation avait dit la directive ne peut permettre dans un litige entre des particuliers, vous comprenez maintenant pourquoi il y a cette formulation, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire. Et quand vous regardez les arrêts du 13 septembre 2023, il y a effectivement un des arrêts, celui-ci, où la Cour de cassation vous rappelle donc les solutions de la CJUE que je vous ai expliquées tout à l'heure, qui vous dit que effectivement on doit essayer d'accorder une pleine effectivité à la directive, mais qu'en même temps le code du travail il est absolument contraire à la directive, et donc celui qui se pourvoit en cassation ne peut pas demander à la Cour de cassation d'interpréter le code du travail d'une manière qui est ouvertement contraire à ce qu'énonce le code du travail. D'accord ? Donc voilà, à travers les arrêts du 13 septembre 2023, on vous rappelle qu'il n'y a pas d'effet horizontal, d'effet direct horizontal entre deux particuliers d'une directive en raison du code du travail. Mais là, pour l'instant, je vous ai expliqué que la directive. Rappelez-vous que depuis le début de cette vidéo, je vous parle aussi de la charte. Et il y a une grande différence, il y a une différence fondamentale entre une directive et une charte. Pourquoi ? Parce que la directive, comme je vous l'ai dit, répété, elle s'adresse aux États. Alors que la charte, c'est une autre catégorie, d'accord ? C'est comme la déclaration des droits de l'homme par rapport au Code du travail. Dans la déclaration des droits de l'homme, vous avez que des droits fondamentaux, des droits purs, entre guillemets. Le code du travail, c'est la mise en pratique de règles, vous voyez, très techniques. Mais dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est que des droits fondamentaux. Et c'est la même chose là. La directive européenne de 2003 sur le temps de travail, elle pose des règles très précises à respecter sur différents aspects, y compris les congés payés. Alors que la Charte des droits fondamentaux, quand elle parle des congés payés, elle traite de ça au titre de la santé, du respect de la santé du travailleur. Et c'est exactement cette distinction qui apparaît dans un arrêt où il y a deux cas de figure différents. Et cet arrêt, il est super important, il faut que vous le compreniez, donc je vais revenir avec vous dessus. Dans cet arrêt, vous avez d'abord un premier litige qui oppose M. Bauer, en l'occurrence sa veuve, avec une ville, la ville de Wuppertal. Donc vous voyez bien que tout de suite, vous comprenez qu'on est dans ce rapport de verticalité entre le salarié Bauer, enfin le fonctionnaire, et la ville de Wuppertal. Et dans l'autre, vous avez Willermoos qui était le patron et Brosson qui était la salariée. Donc là, vous êtes dans un rapport d'horizontalité. Et la Cour de justice de l'Union européenne, donc je vous rappelle donc là la Charte des droits fondamentaux, la directive, d'accord ? Et ce que nous dit
la, la CJE, c'est que dans le rapport entre le fonctionnaire Bauer et la ville, on est bien en présence d'un effet direct de la directive de 2003. Pourquoi ? Parce que cette directive, son article 7 que je vous ai rappelé là, qui est juste ici quand vous le relisez, d'accord ? Cet article 7, il est bien inconditionnel, il est tout à fait précis et il ne nécessite aucune condition. Donc il est bien d'effet direct. Et la CJU nous dit que dans ce litige entre M. Bauer et la ville de Wuppertal, d'accord, on va écarter le droit allemand et on va directement appliquer la directive. Et la directive, elle dit, quand on est la maladie, c'est pas une condition qui empêche l'acquisition des congés payés. La directive, elle dit, tout salarié a droit à des congés payés. Donc, on applique la directive directement. On ne tient pas compte du droit allemand, comme on ne tiendrait pas compte, par exemple, du code de la fonction publique si on était pour des fonctionnaires français. D'accord ? On ne tient pas compte des règles internes de la fonction publique, on applique directement la directive. Donc il y a beaucoup en fait de personnes à l'heure actuelle, de fonctionnaires qui me posent la question, est-ce que les arrêts de la Cour de cassation sont transposables aux fonctionnaires ? La réponse c'est pas, on se moque de savoir ce que dit la Cour de cassation. Cet arrêt de la CJE, c'est la réponse à toutes leurs questions, d'accord ? Depuis 2018, il est absolument certain qu'un fonctionnaire peut, vis-à-vis de son employeur personne publique, invoquer la directive de 2003 pour obtenir des congés payés, même s'il est en arrêt maladie, même s'il est sur une maladie de longue durée, etc. D'accord ? Donc ça, c'est absolument certain. Donc ça, ce point-là, vous avez compris maintenant ce que c'est qu'un effet direct d'une directive dans un rapport de verticalité. Maintenant, deuxième partie de l'arrêt de 2018, qui oppose cette fois donc un employeur et un salarié. Et là, la CJUE nous dit clairement, eh bien en fait la charte, elle peut permettre d'écarter le droit national. La directive ne permet pas d'écarter le droit national entre deux particuliers, mais la charte européenne, oui, elle le peut. Elle le peut pourquoi ? Mais parce qu'en fait, le droit à congé payé, c'est un principe, nous dit... attendez, je suis en train de modifier. C'est un principe essentiel du droit social de l'Union européenne. La formulation même de l'article 31, elle est parfaitement impérative. C'est tout travailleur a droit à une période de congé payé. Donc ça, c'est quelque chose qui est précis, qui est impératif, qui est inconditionnel. C'est une disposition, cet article 31, il se suffit à lui-même et il confère aux travailleurs un droit qu'ils peuvent invoquer directement contre leur employeur dans un litige entre particuliers. Donc, la directive de 2003, elle n'a un effet direct que vertical, elle n'a pas d'effet direct horizontal, mais la charte des droits fondamentaux, elle a un effet direct horizontal et elle peut être parfaitement invoquée par un particulier contre un employeur. Parce que nous dit la CJUE à la fin de son et elle répond à la question qu'elle avait posée au début, parce que dans ce cas-là, en fait, qu'est-ce que le juge français va faire ? Eh bien, il va laisser inappliquer une partie de son code du travail, le code du travail français. D'accord ? Quand on est en présent, quand on peut invoquer cet article 31 de la Charte sociale européenne, de la Charte des droits fondamentaux, pardon, eh bien, en fait, on va laisser le code du travail inappliqué. On va faire comme si le code du travail n'existait pas ou en partie n'existait pas. Et c'est exactement en fait ce qui s'est passé dans les arrêts donc, du 13 septembre 2023. Vous pouvez les relire tranquillement. Vous verrez que tout ce que je vous ai exposé là, avant, c'est tout le début de la motivation de la Cour de cassation. Et à la fin de sa motivation, elle vous dit dans le premier arrêt, sur une maladie non professionnelle, donc une maladie classique, une maladie qui n'a rien à voir avec un accident du travail, une maladie professionnelle, elle vous dit en fait, eh bien, le code du travail français, il est contraire à l'article 31.2 de la Charte des droits fondamentaux. Donc, moi, Cour de cassation, je me fonde sur ce que me dit la CJUE en 2018 dans l'arrêt Stadt, etc. D'accord ? Moi, Cour de cassation, je vais laisser inappliquer le Code du travail. Je vais partiellement écarter l'article 31, 41.3 du Code du travail et je vais considérer que même pendant une maladie non professionnelle, on acquiert des congés payés. Vous voyez que ce raisonnement de la Cour de cassation, ça c'est la solution. Si vous mettez ça en perspective avec tous les autres arrêts de la CJUE, c'est parfaitement logique.
Dans les deux autres arrêts, elle parle cette fois des accidents du travail et des maladies professionnelles qui ont duré plus d'un an. Et bien là, en fait, la Cour de cassation nous dit, ce qui est choquant dans la formulation de l'article 31-41-5 que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est cette limite de un an. Et bien la Cour de cassation dit, dorénavant, j'applique l'article 31-41-5, sauf que je raye cette petite proposition dans la limite de un an. Et c'est exactement ce qui apparaît dans sa motivation là, où elle veut dire, en conséquence, je vais écarter partiellement l'application de 31-41-5 en ce qu'elle limite à une durée ininterrompue de un an les périodes, etc., etc. C'est, voilà, visuellement, elle a barré en fait cette phrase. Elle n'a fait que ça. D'accord ? Dernière chose qui est évoquée à travers donc ces arrêts de la Cour de cassation, c'est la rétroactivité en fait de la jurisprudence sur les congés payés. J'en ai déjà fait une vidéo, donc je vous renvoie à cette vidéo pour que vous la regardiez à nouveau. Donc je vais aller très vite là-dessus. Il y a juste un point qui me paraît intéressant, c'est oui, voilà. Voilà, sur les premières condamnations qui ont été faites. Donc il y a eu cet arrêt de 2023 que j'ai déjà commenté. Vous avez un autre arrêt en fait qui a été rendu aussi par la Cour d'appel de Paris le 12 octobre 2023 où là cette fois vous voyez que la salariée elle saisit en août 2018 et en fait elle va pouvoir remonter dans le temps en arrière jusqu'à son premier arrêt de travail, c'est-à-dire un arrêt qui date de 2014. Donc on voit bien que la prescription en fait elle se rattache finalement, elle peut remonter jusqu'à 2009 a priori, date à laquelle les textes finalement des articles 31, 41, 1, 3 et 5 ont été modifiés dans le Code du travail. Donc en fait cette prescription en fait on peut remonter indéfiniment dans le temps et on n'est surtout pas limité à cette période triennale. Voilà. Donc j'espère qu'il y a aussi un tout dernier arrêt qui a été rendu là très récemment, mais je n'ai pas encore l'arrêt pour pouvoir le commenter. Donc voilà, c'était le résumé que j'ai fait à mes étudiants. Je vous renvoie aux autres vidéos en fait de la playlist que j'ai créée sur les congés payés. Et n'hésitez pas à télécharger la présentation de mon cours et à l'utiliser pour tout ce que ça peut vous intéresser. À bientôt.